Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec Anatoly Livry. Привет, Anatoly. Guten Morgen. Guten Morgen. Nous allons aujourd'hui parler en français. Nous allons euh, réagir. Nous sommes nous sommes quoi? Nous sommes Mardi, le mardi 29 septembre et nous habitons tous les deux en Suisse et nous allons réagir aux résultats, en tout cas d'une des votations qui ont eu lieu en Suisse par démocratie directe, où le peuple, donc dimanche 27, a rejeté à 64% l'initiative qui était proposée et sponsorisée par le parti UDC pour limiter l'immigration de masse en Suisse, petit pays de quelques petits kilomètres carrés qui a déjà 8 millions d'habitants et qui en avait que 4 quand moi je suis arrivé en Suisse. Donc je ne sais pas s'il y a une corrélation, en tout cas moi je décline toute responsabilité, mais le peuple souverain, malheureusement, parce que c'est comme ça la démocratie, a décidé de mettre la Suisse sur la voie de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, de tous ces pays qui sont, on peut dire, submergés par l'immigration. Alors en Suisse, ce n'est pas la même. La majorité des étrangers présents en Suisse sont des Allemands, des Français, enfin Français, il faut voir encore, mais et des Italiens, et voilà. ouais. Donc il y a une différence quand les Suisses disent qu'il y a 20% d'étrangers en Suisse. Il faut se rendre compte que la majorité de ces 20% sont des Européens. Mais la tendance globaliste est en marche. Donc je voulais avoir ton commentaire sur sur cette votation. Bon, merci pour cette proposition d'en discuter. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, la Suisse est un tout petit pays. Et bon, mais ça relève vraiment. Je pense qu'en analysant la Suisse, on peut analyser au moins l'Europe occidentale. Même, on peut carrément analyser tous les courants de pensée du monde, de ce qui se passe en Occident, c'est-à-dire en Amérique du Nord, parce que ce qu'il y a en Suisse est présent, tout d'abord, et ce qui a bien joué dans une de ces initiatives, parce qu'il y avait plusieurs votations, aussi tout ce qui est militaire, ça c'est intéressant d'ailleurs, c'est à petite échelle ce qu'il y a par exemple dans le monde aux États-Unis, ce qu'on voit par exemple actuellement se présente pour la votation de l'élection présidentielle au mois de novembre, c'est, disons, ce futur gouvernement globaliste vers lequel, à croire certains présidents français, on va inévitablement, et les forces nationales qui c'était, par exemple, ce qui se présente aux États-Unis, on le voit également en Suisse. En Suisse, il y a l'implantation extrêmement puissante des courants globalistes, cosmopolites, effectivement, à Genève, en Suisse alémanique, à Bâle, à Zurich, etc. Mais également, il y a des forts courants nationalistes et on voit comment ils se partagent en quelque sorte le pouvoir. Aux États-Unis, on parle qu'il s'agit véritablement d'une guerre civile froide qui peut aller bien au-delà des élections présidentielles de novembre prochain. En Suisse, c'est, je veux dire, on est moins nombreux, on est encore plus riche. Donc, on peut se permettre de faire durer le plaisir. Voilà, chez nous, ça peut durer. Et nous, précisément, on peut survivre mieux à ce futur effondrement, lequel, je conviens, il est tout à fait inévitable. Oui, Voilà. malheureusement, y compris en Suisse, je pense de plus en plus. Je pense qu'en plus, ça ne sert à rien de fuir. Beaucoup de gens disent aujourd'hui il faudrait aller en Russie, dans les pays de l'Est, etc. Je comprends et je comprends les avantages de ces stratégies, de quitter des pays comme la France, évidemment, comme l'Angleterre, la Suisse. Mais le problème, c'est qu'on se retrouverait à ce moment-là avec des zones de plus en plus stratégiquement étroites,
et où, d'ailleurs, on serait étonné de voir que les gens qui vont quitter les pays occidentaux pour aller dans des zones où c'est encore civilisé, on va dire ça comme ça, et qui ont encore du bon sens surtout, eh bien, ces gens vont être en partie des gens bobo-gauchistes. Et donc, ils vont amener le poison, le mal qui a détruit l'Occident pour l'instant, et ils vont l'amener dans les nouvelles zones. Et donc, ils vont propager ce mal encore plus vite, puisqu'ils vont œuvrer de l'intérieur, puisque, un peu comme des gens qui seraient errants, ils amèneraient un peu leur mentalité ailleurs. Donc, je pense qu'il faut, malgré tout, dans les règles pour l'instant, en suivant les règles du jeu, en Suisse, c'est celui de la démocratie directe avec les initiatives populaires, comme celle qui a eu lieu aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que la population et les gens de bonne volonté qui suivent les règles du jeu. Toi, tu connais bien les coulisses du fonctionnement du monde universitaire et du monde, on va dire, bourgeois en Suisse. Comment fonctionne en réalité ce que le peuple ne voit pas vraiment? Comment fonctionnent toutes ces courroies de transmission du globalisme en Suisse, qu'ils soient intellectuels ou qu'ils soient économiques, qu'on appelle vulgairement le lobbying? Comment tu pourrais décrire comment il a fonctionné pour notamment nous amener dans ces situations dans lesquelles on commence à entrer? Bah, je parlerai plutôt d'un authentique mutisme, c'est-à-dire on ne parle pas, les sujets délicats ne sont tout simplement pas abordés. Je pense que le monde universitaire, entre autres, disons, c'est République littéraire, donc qui existait et sur lequel on s'appuie effectivement parce que on est héritier d'un certain rêve. Qui existait, oui, effectivement, au XVIe, XVIIe siècle, il y avait au XVIIIe siècle, il y avait une caste qui privilégiait l'excellence. Cet équilibre entre l'ordre et la beauté, si je peux paraphraser Charles Maurras. Mais actuellement, ce sont des mules en quelque sorte, c'est ainsi que Zarathustre écrivait, on attelle en quelque sorte de mules au convoi des puissants et ils sont en train de braire tout ce qu'on va leur obliger de dire. Donc en fait, il n'y a pas de discussion et c'est assez, ça me gêne énormément que, par exemple, des points douloureux de ce référendum n'étaient pas abordés. Et je pense aussi qu'il y a, pourquoi j'ai commencé à parler des problèmes, que la Suisse serait l'image de l'Europe tout entière, c'est que je pense que, tout d'abord, l'Europe devrait s'organiser, suivant moi, de façon ethnique. Donc, c'est ce qu'on veut, effectivement, on souhaite naturellement démolir et ne pas le permettre en démolissant naturellement ces ethnies. J'estime que le futur Union européenne, elle peut effectivement situé précisément sous les formes qu'au Troisième Reich on l'avait proposé. C'est-à-dire il y a en quelque sorte côté germanique, côté latin, avec Duce, côté slave, et chacun de ces pôles essaie de se gérer. Et je pense que la Suisse, et ça qui est assez intéressant, est en quelque sorte la micro-image de cette grande Europe. Et c'est extrêmement intéressant ce qui se passe avec toutes les initiatives que l'Union démocratique du Centre, ce parti que même en allemand on l'appelle autrement, Schweizerische Volkspartei, c'est le parti du peuple suisse, même dans la logique germanique, c'est tout à fait un autre parti. Eh bien, chaque fois que ça passe chez les Celtes francophones, disons comme ça, c'est-à-dire chez les Romains, Suisses romains, eh bien, ils s'opposent en large majorité à quasi tout ce qui émane de ces partis. Il y a donc un petite difficulté qui ne passe pas.
Donc éventuellement, entre parenthèses, que peut-être que les conservateurs francophones, celtes francophones suisses, devraient éventuellement proposer un autre parti. Je ferme la parenthèse. Pourquoi ça qui peut t'intéresser en tant qu'italophone, ce qui se passe toujours en Ticino, Tessin. On l'inclut effectivement, ce canton italophone, en quelque sorte, au monde latin, c'est-à-dire on l'attache à tort, me semble-t-il, aux francophones. Mais non, Ah non, parce que ceux qui ont voté en grande majorité pour cette initiative de l'Union UDC, en fait, eh bien, c'était les Ticinois. Pourquoi me semble-t-il qu'ici, il faudrait plutôt s'attacher non pas à la langue, mais à l'ethnie, me semble-t-il. Ce sont légèrement les anciens, les vrais langobards, c'est-à-dire les lambards, qui est un peuple germanique actuellement qui dit qu'il est descendu non pas de Elbe, mais de Scandinavie. Oui, c'est mon peuple. Voilà, j'en suis un. Ils sont descendus, voilà, avec leur langobarde, leur longue barbe, et donc, effectivement, ils se sont latinisés, mais sur le plan culturel et linguistique. Ethniquement, ce sont des Germains. Et je pense que c'est là que le futur chercheur et le futur analyste, éventuellement le passerelle entre l'analyse universitaire actuellement interdite naturellement et le monde politique peut intervenir. Toutes ces études ethniques sont malheureusement interdites pour l'instant, c'est tabou. Mais il faudrait commencer à parler. Même on utilise sans cesse cette formule de Georges de Musil, on parle des indo-européens pour ne pas dire rien, c'est-à-dire il y a effectivement des langues indo-européennes et on attache en quelque sorte toujours cette étiquette de langue à la race. Par exemple, cette notion de l'ethnie qui pour moi, en tant qu'ethniquement juif, c'est familier parce que dès que j'étais, par exemple, gosse, par exemple, tout mon entourage me parlait de l'ethnie. C'est-à-dire, même en Suisse, quand je suis allé fréquenter une communauté juive, eh bien, on ne s'est pas intéressé chez nous en Suisse, ni pas si je possède le passeport suisse, ni si je parle baseltutsch, etc. Non. Tout ce qu'on voulait savoir, c'est quelle est ma race, c'est-à-dire on se renseignait sur mes origines raciales. Eh bien, je pense que les peuples, ça j'aborde effectivement en problématique assez douloureux. Oui, je pense que les peuples blancs de l'Europe devraient s'intéresser tout d'abord à leur origine pour se retrouver dans leurs problèmes politiques. Par exemple, le canton qui a voté le plus contre cette initiative de bon sens de UDC, c'est le demi-canton de Bâle-Ville. C'est seulement 25% des populations des électeurs qui ont voté pour. Eh bien, il serait peut-être juste, tout simplement, de se poser la question, est-ce que, compte tenu de démographie de personnes qui arrivent, qui se font naturaliser à Bâle-Ville, il se peut qu'il y a tout simplement un quart de Bâlois de souche qui votent approximativement. Et si on vient dans cette ville, si on passe un peu à travers cette ville, peut-être ça nous apporte quelques réponses. Et oui, je pense que la Suisse, elle est intéressante aussi parce que c'est la petite image de toute l'Europe et on peut même peut-être se poser les questions sur la fiabilité de certains fonctionnements en Suisse. Parce que tous ces cantons francophones, notamment, se sont rajoutés
à la Confédération qui existait quasi environ un demi-millénaire avant qu'il arrive, eh bien, il se peut qu'il y ait certaines difficultés qui existent encore. Et même en s'appuyant sur le fonctionnement helvétique, on peut se poser la question comment la prétendue Union européenne, laquelle est de facto effectivement morte, mais comment peut-on, quel rêve fou il faut avoir pour pouvoir forcer les peuples tout à fait différents, vouloir fonctionner ensemble, que même ici en Suisse, il y a une forte rupture de à peine 200, un peu plus de 200 ans. Cependant, dès qu'un canton ethniquement homogène, même s'il parle une autre langue, telle que par exemple le ticénois, le dialecte ticénois, je dirais italien, à 90%, eh bien, s'il s'intègre à un ensemble également germanophone, cela se passe assez correct, me semble-t-il. Parce que me semble-t-il que le Tessin est intégré à la Confédération en 1803, c'est-à-dire la même année que le canton de Vaud avec la capitale de Lausanne pour les Français qui nous écoutent. Donc, quasi la même année, tandis que le canton italophone, des Germains italophones, qui est le Tessin, vote toujours dans le même esprit que les cantons originels germaniques. Tandis que l'ensemble des cantons francophones celtiques, naturellement influencés par tous les mass médias parisiens, ça aussi il ne faut pas l'oublier, continuent à voter pour, comme on peut dire carrément comme des élites parisiennes. Voilà. J'avoue que, étant moi-même d'origine du nord de l'Italie, c'est vrai que ce même phénomène, on peut, si je le transfère à l'Italie, est évident. Le Piémont, moi je suis entre la frontière entre le Piémont et la Lombardie, et mes ancêtres sont, génétiquement, j'ai fait les tests, sont des Goths, des Lombards, donc on a des ramifications dans les Balkans, dans la Scandinavie, etc. Et c'est vrai que la mentalité, et encore plus de Venise, qui est déjà plus proche de l'Autriche, ce sont des mentalités très très différentes que déjà les mentalités du centre, et j'inclus dans le centre la Toscane par exemple, qui est déjà une mentalité très différente. Beaucoup plus. Par exemple, la Toscane est un des berceaux de l'invention de la finance moderne, alors que Milan, c'est un des berceaux de l'industrie. C'est donc deux activités intellectuelles et physiques très différentes. Et puis, si on descend, alors Rome, c'est un peu spécial, mais si on descend encore plus au sud, Naples, historiquement, c'était d'abord un royaume très riche, qui s'est appauvri quand l'Italie s'est constituée, mais qui a une mentalité elle, pour le coup, très méditerranéenne, très commerçante, qui, elle, se rapproche peut-être de la mentalité de villes comme Gênes ou comme Palerme, et qui pourrait ressembler à Malte, ou qui pourrait ressembler à Tunis, comme mentalité. Et d'ailleurs, personnellement, c'est cette richesse de la diversité, où on retrouve des mentalités différentes en fonction des lieux où l'on va et en fonction en fait, qui crée d'abord l'aspect de curiosité, l'aspect d'enrichissement réel, culturel, lorsque l'on visite un endroit et que l'on voit des gens différents, qui sont autres, et puis qui amène la complémentarité, puisque nous avons besoin d'industrie, de gens industrieux, nous avons besoin de gens financiers, nous avons besoin de gens commerçants, nous avons besoin de gens productifs, nous avons besoin de gens de haute capacité intellectuelle, et puis bien sûr nous avons aussi besoin, parce qu'il faut de tout, il y a aussi des gens qui nettoient les toilettes. Donc forcément, la diversité du monde, elle est intéressante à partir du moment où on ne commence pas à mettre tout ça, comme disait, pour reprendre la phrase de Gaulle, mettre l'huile et le vinaigre dans un shaker. Je ne suis pas sûr s'il a utilisé le mot shaker, mais en tout cas, ils ne se mélangent pas facilement et ils se séparent très vite. Et évidemment, ce que l'on craint, c'est qu'à vouloir de force par des intellectuels pourris, par de la corruption, par du lobbying, à force de vouloir forcer
et sous pression augmentante, cette huile, ce vinaigre, ce mercure, on peut rajouter plein d'autres éléments dans ce... Eh bien qu'on arrive à une situation explosive. Ouais. Ouais. Bah oui, par exemple, ce qui est actuellement le nord d'Italie, qu'on appelle Adige, pour les Allemands, c'est l'Allemagne. Hein. Oui, oui. Même dans le pour les Adigeois aussi. Dans le fameux chant aux Allemands que un célèbre chancelier a aimé, bah, c'est von Dimas, bis an die Memel, von die Edge, bis an den Belt. Donc, c'est depuis le Edge, ADG, donc c'est pour les Germains, c'est le parti du monde germanique. Et, bah, quand j'ai enseigné à l'université de Nice, je parcourais souvent l'Italie, surtout quand en France il y avait les grèves. Donc tu connais voilà, le train qui passe de Milano, Savone, oui. Et jusqu'à Gênes. Je changeais là-bas avec sous les yeux de Christophe Colomb, qui peut-être bientôt on va diplômer là-bas aussi. Ah, oui. Et parcourir les Liguries jusqu'à Ventimille, etc., etc. Il y aura des statues de Nelson Mandela donc, sur toutes les places. Je parcourais vraiment, parce que souvent, quand le train italien est bloqué, il faut rester la nuit, donc je profitais un peu pour visiter chacune de ces villes. Oui, bien sûr, quand on est à Strez, on est carrément dans une Germanie italophone. Quand on est à Como, on est vraiment en Germanie. Je veux dire, quand on passe par exemple le Noël à Como, eh bien, c'est vraiment comme si on était à Stockholm, même si les gens qui parlent italien autour. Bah, et par la suite, une fois passé Gênes et tous ces Empore, Diana Marina et Sanremo, bah, c'est tout à fait la même chose. Et encore, si on va dans les îles italophones comme Sardaigne, c'est un autre monde. C'est un autre univers parce que de l'autre côté, je voyais par exemple en Sardaigne des gens des blancs aux yeux bleus, c'est-à-dire vraiment extrêmement durs. Et effectivement, on voit les fruits de l'invasion. Hein. C'est-à-dire, si en Corse, il y a une seule tête de mort qu'on voit sur le drapeau, on voyait bien qu'en Sardaigne, il faut montrer 4 têtes de mort. C'est un peu plus au sud, alors voilà. L'avenir de la Suisse, entre démocratie directe où parfois des lois qui sont votées par le peuple ne sont pas appliquées. C'était la fameuse votation du... c'est quoi, le novembre... Bien sûr, oui. C'était de quelle année déjà? Novembre... je ne sais même pas si c'était novembre 2006. On a eu une votation qui était en fait la même, pour limiter l'immigration, et elle n'a pas été appliquée, toujours pas. Mais bien sûr, hein. Et finalement, entre ces élites urbaines, ces intellectuels, entre guillemets, urbains, qui semblent ne pas se soucier en tout cas qui ont une idéologie sur l'avenir du pays, alors que le reste du monde est en train de commencer à brûler de plein feu, vont-ils prendre leurs esprits? Vont-ils être jusqu'au boutiste? Comment tu vois l'avenir du pays dans lequel nous vivons, qui est le nôtre maintenant? Oui. Tout d'abord, disons qu'il y a les naturalisations massives. Ce que je pense que ceux qui votent contre chacune des initiatives de bon sens, c'est premièrement des personnes fraîchement naturalisées. Par ailleurs, moi aussi, je suis une personne fraîchement naturalisée, je suis en Suisse fraîchement naturalisée, mais je pense peut-être je vote à droite de la droite, donc il y a aussi, je connais même, par exemple, les Turcs et des Albanais qui votent peut-être à droite de Christophe Blocher. Si tu permets que je t'interrompe pour faire une courte parenthèse, ce n'est pas par hasard que déjà à l'époque de l'Empire ottoman et du Deuxième Reich allemand, les relations entre Russie et Allemagne, et plus tard
les relations entre Turcs et Bundesrepublik of Deutschland, eh bien, elles sont assez bonnes et que ce n'est pas par hasard que les Turcs sont allés majoritairement en Allemagne et pas en Angleterre et pas en Espagne et pas en Suède. Il y a une affinité culturelle, tout comme les Portugais ont une affinité portugaise avec les Suisses, tout comme par exemple les Italiens ont une affinité culturelle étonnante avec les États-Unis, avec les Américains, avec les Anglo-Saxons américains. Eh bien, c'est très étonnant de voir qu'il y a des affinités culturelles entre la mentalité turque, je dirais turque, entre l'Anatolie et Stambouliote. Je ne parle pas forcément du kurde ou des Turcs arabes, mais il y a une affinité culturelle qui serait intéressante à aller chercher dans des sources lointaines ou dans les Grecs anciens qui étaient en fait des Germaniques aussi, quand on remonte à 3000 ans. Et donc, c'est intéressant d'imaginer ces affinités. Donc, pardon, je referme la parenthèse. C'est très intéressant parce que je me suis vraiment penché à cette question. Je pense que c'est le génie germanique qui attirait les Turcs et ainsi jusqu'aux Iraniens vers l'Allemagne éternelle. Parce que qu'est-ce qui, par exemple, faisait constamment des Français ou les Britanniques pour s'imposer? Ils allaient avec leur armée. Disons les choses comme elles sont. Qu'est-ce qui faisait les Germains, les Allemands? Parce que peut-être qu'il y avait plusieurs Allemagnes, c'est pas grave, mais c'est toujours des Deutschen, c'est-à-dire que ceux qui parlent clairement selon l'expression de. Souvent des Allemands du Nord. Les explorateurs allemands étaient des villes portuaires comme Hambourg. Tout simplement avec leur savoir-faire. Ouais. Et ainsi jusqu'en Téhéran. C'est-à-dire, il y avait les entreprises allemandes, les machines germaniques, et par la suite, l'entretien. Et ainsi, c'était en toute l'Anatolie, l'Empire ottoman, et jusque chez le Shah d'Iran. C'est vrai. Il n'y avait pas de colonies allemandes là-bas. Il n'y avait quasi pas de colonies, hormis quelques passages au Cameroun. Il n'y avait pas en Afrique. Mais si on fréquente les Camerounais, on sait bien avec quelle chaleur ils parlent de ces colonisateurs germaniques. Bon, effectivement, il y avait quelques difficultés, mais on ne peut même pas le comparer avec ce qu'on fait des Français, des Britanniques à travers le monde. Non, tout simplement, les Germains ont débarqué et il y avait quelque chose, cette étincelle de génie qui vient par la suite flamme des Germains, qui effectivement, ils offraient tout simplement ça à la population locale. Ouais. Et ça durait par cette longue collaboration. Et je pense que le fait que Mustafa Kemal a installé une petite Germanie à Istanbul à une certaine époque, qui perdure jusqu'à maintenant dans les esprits des Ottomans actuels, c'est le fruit d'une longue collaboration qui a eu effectivement dans les Balkans, ne l'oublions pas. C'est vrai. C'est que parfois, il y avait, comme dit Héraclite, que la guerre perd toutes choses, polimos pater pantas. Eh bien, effectivement, il y avait les frictions entre les Germains autrichiens, je veux dire les Habsbourg, et les Ottomans dans les Balkans. Effectivement, pendant de longs siècles, oui, c'est cela. Et effectivement, on voit en Suisse alémanique le même phénomène. C'est-à-dire, les Turcs et les Albanais, par contamination, ne sont pas attirés exclusivement par Bundesrepublik ou quelques Reich avant l'histoire, mais effectivement par l'esprit germanique. Et je connais par exemple ici pas mal d'avocats, des ingénieurs qui sont venus avec leurs parents turcs il y a 50 ans peut-être, et qui sont retrouvés par exemple 2 gosses turcs dans une école suisse alémanique, parfaitement assimilés.
Sauf que maintenant, on aboutit à un autre phénomène que mes amis suisses-allemands qui envoient leurs enfants quelque part dans le canton de Zurich à l'école, ils se retrouvent le seul gosse blanc avec 25 Turcs, Albanais et Érythréens. Là, c'est différent. Tout d'un coup, ça change. L'assimilation n'est pas possible, oui. Le milieu universitaire, dont tu es un peu un analyste expert, en Suisse, est-il, on en avait discuté dans une précédente vidéo, est-il toujours acquis à cette idéologie de globalisation, de métissage, d'homosexualisme, etc., qui est en train de devenir la religion globale aujourd'hui? Bah, totalement. Je pense que c'est un phénomène pan-européen, pan-occidental. Il n'y a pas une faible voix qui s'oppose au milieu universitaire. Et c'est atroce. Par exemple, peut-être que je vais m'exprimer plus tard sur le monde français, le monde universitaire français, qui effectivement l'école du nivellement par le bas, qui influence malheureusement, disons les choses entre parenthèses, l'université suisse. Ne l'oublions pas. Mais si on se limite exclusivement dans le cadre helvétique, eh bien, prenons n'importe quelle université, par exemple l'université de Bâle, où il y a le centre d'études marxistes au sein de l'université. Donc, et cette université est financée par des, comment dirais-je, entre autres par de grands groupes internationaux, c'est-à-dire tous ces Nestlé, Novartis, c'est-à-dire les multimilliardaires qui baignent littéralement, qui promeuvent également cette idéologie globaliste, c'est-à-dire la perversité. Oui. Ne l'oublions pas depuis Hippolyte d'Euripide, que Racine prénommé par le nom de sa belle-mère, eh bien, au sein de la puissance d'Aphrodite, laquelle il existe, on reconnaît la puissance d'Aphrodite, laquelle peut être à la fois constructrice et destructrice. Dans le banquet symposium de Platon, d'abord Socrate, il blâme en quelque sorte Eros, et par la suite, il fait l'éloge de l'Eros, c'est-à-dire comme lui, l'esprit socratique, c'est la superpuissance de l'ironie, mais avec une sagesse énorme et une sagesse colossale. Et bien, c'est précisément pour cette idée de démontrer que Eros peut à la fois être une puissance qui bâtit les sociétés traditionnelles, qui bâtit les familles, qui injecte les puissances hormonales dans le courage, etc. Et en même temps, ça peut devenir une force de démolition. Et nous le vivons via précisément toutes ces études de gender par lesquelles nous avilit l'université. Je reconnais par exemple le dernier scandale des études nietzschéennes à Bâle, où une simple citation de Nietzsche lancée publiquement par un monsieur assez bizarre a produit vraiment les foudres de pseudo-philosophe germanique de la Suisse alémanique qui disait que non, on ne peut pas citer Nietzsche, qu'il faut absolument faire l'analyser sur le point de vue des études de genre et que le féminisme est une forme, est un angle sur lequel on peut absolument analyser Nietzsche, tout en sachant que pour Nietzsche, le terme féministe est une injure. Ah oui, surtout vu sa vie privée, oui. Oui, il y a l'élan globaliste et effectivement, on ne peut pas s'écarter
vous faites un pas à gauche, vous faites un pas à droite, vous êtes surveillé par vos collègues qui vous dénoncent tout de suite et on vous envoie les antifas à vos cours, on vous envoie des hystériques féministes à vos séminaires et votre carrière serait terminée, vous ne serez ni plus publié, vous ne pourrez plus vous exprimer, vous cesserez d'être philosophe puisque vous êtes nommé naturellement philosophe exclusivement si vous possédez le carton de philosophe et si vous avez le salaire du philosophe, c'est-à-dire on revient toujours à cette image de Zarathustre, si vous avez une espèce de couverture sur vous et si vous êtes attelé au char de Pisa. Et effectivement, il n'y a bon, je cesse de plaisanter, effectivement, il n'y a plus de cette caste sur lesquelles on peut, en courant quelconque, puisse s'appuyer. Et c'est ça qui est authentiquement trop tragique. C'est-à-dire, aucun esprit de révolution nationale, ou même une faible tentative, ne peut s'appuyer sur une caste, sur une classe, sur un conglomérat de population unie par, notamment, si c'est le cadre universitaire, par la force de l'esprit. Non, non. Et il n'y a pas d'autre. Parce qu'on parle ici de l'université, mais si c'était par exemple des ouvriers, ou si c'était des paysans, j'utilise exprès le terme paysan et pas agriculteur, puisque le paysan, précisément, c'est quelqu'un qui c'est un esprit noble de paysannerie qu'a décrit Hésiode, mais effectivement, malheureusement, et c'est ça la catastrophe de notre Europe et de notre Suisse qui se situe tout au centre de l'Europe, laquelle la Suisse pourrait peut-être vivre un peu plus longtemps, eh bien, on ne peut pas s'appuyer sur une classe, si j'utilise la terminologie marxiste. Nulle part. Il y a quelques personnalités qui sont marginalisés, qui sont tués, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, qui ont des procès, qui sont diabolisés, mais c'est tout, ça se limite là. C'est une forme de ce que tu décris, c'est une forme finalement historiquement assez courante dans les empires, où par le fait de la puissance initialement militaire, on ajoute dans les grands centres des populations bigarrées, on accepte des idéologies, puisque c'est très riche, on peut se permettre d'entretenir des gens qui ne travaillent pas vraiment et qui développent des idéologies un peu très éloignées du monde réel du travail, où il faut vraiment gagner sa vie à la labeur de son front. Et il n'y a pas beaucoup d'ouvriers ou de paysans qui s'intéressent au gender, ni aujourd'hui, ni à l'époque romaine, ni de tout temps. Alors que lorsque les sociétés deviennent riches, impériales, elles précipitent leur propre déclin par cette décadence intellectuelle d'abord, et puis ensuite, évidemment, dans les mœurs, dans cette perversité qui est tout à fait, les croyants diraient, satanique. Mais la Suisse rentre dans ce jeu, alors que c'était un pays de paysans, de travailleurs pendant très longtemps, et que sa richesse avait été due à l'habile utilisation de ses ressources, enfin de ses capacités, pendant la première moitié du XXe siècle en réalité. Aujourd'hui, la Suisse rentre dans cet empire, bien qu'elle avait refusé d'être dans l'Union européenne, mais elle est de facto intégrée par les accords multilatéraux avec différentes puissances. Comment tu vois la Suisse dans 10 ans ? Je pense que la Suisse pourrait être attirée dans la chute par le reste de l'Europe qui l'entoure malheureusement. Par exemple, tu parles de tous ces accords bilatéraux. C'était un des arguments pourquoi il faut voter contre l'initiative de l'UDC parce que la Suisse est déjà liée par ces accords bilatéraux. Quand je parlais ici en Suisse alémanique, j'ai appelé quelques mécènes d'investir précisément dans l'idée de Schweizerische Volkspartei. J'ai donné l'image précisément d'une femme qui attachait la Suisse, qui attachait par des menottes au lit
et qui est violée constamment. Ah, oui. L'esprit comme en Angleterre. Vous pouvez et devait être choqué, c'était ça le but de cet argument. Eh bien, le seul argument de ceux qui voulaient stopper, qui ne voulaient pas stopper le viol, il ne faut pas enlever des menottes. Voilà, c'était ça. Parce que effectivement, cet argument est assez stupide. La Suisse avait constamment, je veux dire, toute l'histoire de la Suisse, toute l'histoire centenaire des cantons suisses entre eux, c'est précisément les relations bilatérales sans aucun carcan de la prétendue Union européenne, de toute façon, qui va se chuter, qui va s'effondrer. Donc, mais il n'y a pas une seule voie puissante qui pourrait sauver la Suisse. Je ne vois pas pour quelle raison logique, géopolitique, historique, financière, militaire, la Suisse pourrait s'éviter la chute. Peut-être tout simplement, on peut survivre comme on le faisait pendant la Première et Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire il y a tellement d'intérêts financiers, comme c'était en Suisse, comme c'était en Suède, un autre pays qui m'est cher, et bien que ces deux pays seront épargnés. La Suède ne sera plus épargnée, ça se voit bien, mais la Suisse qui peut éventuellement, grâce à cela, mais je pense que toute l'Europe et toutes les nations occidentales vont vivre de grandes catastrophes. Non, ne pourront pas les éviter. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, notamment nos amis russes, dans la version qui sera traduite de cette vidéo, que j'ai écrit des livres qui sont traduits également en russe, qui expliquent comment on peut se préparer à l'échelle individuelle pour survivre à ces temps difficiles qui arrivent. Anatoly, peut-être le mot de la fin? Lisez, éduquez-vous, essayez de vous préparer mentalement et physiquement à ce que vous attend et protégez également vos proches. Et si vous pouvez, essayez subversif avec vos ennemis idéologiques et raciaux, parce que je vous assure qu'il y a des puissances qui veulent démolir vous en tant qu'ethnos, représentant d'un ethnos à exterminer. Je n'y croyais pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui ça me semble l'évidence même. Anatoly, merci et à très très bientôt. Merci Pierre. Au revoir.